Le principe était initialement de vous faire une conférence à la clinique, une conférence physique avec la gestion d'un genou traumatique plutôt orienté sur le genou ligamentaire parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Mais avec le contexte inhabituel, nous avons donc transformé en webinaire et j'ai modifié un petit peu le sujet pour justement s'adapter à ce que nous avons aujourd'hui. Le discours « Restez chez vous » est très très bien passé auprès d'une majorité de la population. Cela étant, il a été oublié le module « Soignez-vous ». Et aujourd'hui, on arrive dans un cas un peu catastrophique avec des patients qui ont trop attendu à la maison et qui se présentent avec des pathologies très graves ou très évoluées aux urgences. Et donc, il existe encore des traumatismes du genou, il existe encore des pathologies qui méritent peut-être d'être vues en urgence. Donc, le Covid n'empêche pas de consulter son médecin, de consulter un spécialiste ou de se faire rééduquer derrière dans certains cas. Et nous allons isoler quelques points qui vont nous permettre d'avancer sur ces éléments. Donc, sur les objectifs du webinaire, le but, comme je vous l'ai dit en présentation pour ceux qui étaient là en avance, nous souhaitons vous donner des informations précises et concises en respectant un timing donné, histoire de pouvoir réitérer ces webinaires dans le temps. Si possible, faire une conclusion et une synthèse de tout ce que je vais vous dire sur des référentiels pratico-pratiques, comme une fiche ressource que je vous ai faite et qui va me servir de base aujourd'hui. Les webinaires ont l'intérêt d'éviter les déplacements et les pertes de temps annexes et de se concentrer simplement sur la formation théorique. Cela étant, ça n'empêchera jamais et ça ne remplacera jamais une réunion physique sur laquelle on pourrait se rencontrer pour, cette fois-ci, se concentrer sur les aspects physiques et pratiques avec des examens cliniques notamment. Pour toute présentation, ce qui est simple est faux, mais suffisant dans la plupart des situations. Donc en simplifiant au maximum, évidemment, ça peut porter à critique dans certains cas, mais sur notre pratique quotidienne, ça peut suffire. Donc voici la fiche pratique qu'on va dévoiler au fur et à mesure. Pour un traumatisme du genou, avec difficulté d'accès à un examen clinique ou un examen complémentaire, par exemple en cas de confinement ou d'éloignement géographique, ce qui est de plus en plus vrai, notamment avec les aires médicaux. On va parler d'emblée de l'urgence évidente, avec un mnémotechnique Pantol, avec les mots qui apparaîtront en bas, mais je reviendrai dessus juste après. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le patient qui se présente de lui-même ou qui va nous solliciter par téléconsultation, par coup de téléphone, ou qui se présente éventuellement même chez son pharmacien. Et voici les signes que je vous propose de rechercher, qui sont l'âge inférieur à 55 ans, des douleurs faibles, une absence de blocage, instabilité, dérobement ou épanchement instantané, une extension complète d'emblée, passive et active, une flexion supérieure à 90 degrés et une marche de plus de 4 pas. Si tous ces signes sont positifs, nous sommes probablement face à une entorse bénigne ou à une contusion simple du genou. La radiographie reste préconisée dans la semaine de principe, si on ne peut pas y avoir accès d'emblée, et surtout si on ne peut pas avoir un examen clinique du patient, un examen physique. La situation doit dans tous les cas être réévaluée sous une dizaine de jours, avec cette fois-ci un examen clinique. Si un seul point est absent, on rentre dans une catégorie potentiellement plus grave, et là, la radio doit être faite d'emblée, et un examen clinique est nécessaire. On va donc détailler cet arbre décisionnel. Cet arbre décisionnel, vous verrez en bas dans les petites mentions annexes, il est issu des référentiels actuels de l'HAS, de l'encyclopédie médico-chirurgicale, des référentiels de la Softcote, de quelques années d'expérience clinique et pratique. Et en l'absence de référentiel spécifique pour le confinement ou l'éloignement géographique, j'ai donc fait cette synthèse. Les vraies urgences. Pantol, ça veut rien dire, c'est un moyen mémotechnique qu'on utilisait pendant l'internat pour peau. On recherche une entorse ou une fracture ouverte. Ça catégorise d'emblée en quelque chose d'urgent et de grave. A pour artère, une ischémie, un membre blanc ou un saignement extériorisé pulsatile. Je ne vous fais pas de dessin. Nerf, déficit sensitivo-moteur focalisé, par exemple un déficit du sciatique poplité externe, un pied qui ne se relève pas, ou une grande zone d'insensibilité. Tendon, si le tendon est exposé ou s'il y a un déficit moteur qui n'est pas cette fois-ci nerveux, mais plutôt directement de la chaîne de contraction musculaire,
C'est une urgence, certains tendons doivent être réinsérés rapidement avant que le muscle se rétracte et fasse une dégénérescence graisseuse, et ensuite le muscle sera non fonctionnel. Le tendon est une structure noble qui, s'il est exposé, risque grandement l'infection et ne bourgeonnera pas, ça ne cicatrisera pas, donc c'est une urgence chirurgicale. De même que pour l'os, si un os est exposé, il y a un gros risque septique. L'os est un tissu qui se défend très mal contre l'infection. Et déformation, c'est s'il y a une fracture évidente avec une déformation du membre. Là, effectivement, on ne peut pas rentrer dans la catégorie de différabilité de la consultation. Il faut voir le patient. Et le syndrome des loges, assez rare, il faut des traumatismes à haute énergie. Cela étant, il ne faut pas l'oublier, donc je l'ai intégré à ce moyen mémotechnique. Le rationnel des points cardinaux, d'où ils viennent. Donc, le but du jeu, c'est de rechercher d'emblée des points qui seraient suspects de gravité. Et c'est un mix des différents référentiels qui ont été édictés jusqu'à maintenant, différents référentiels qui ont des bases différentes, soit purement médicales, avec la recherche de signes de gravité, la prise en charge qui en découle, mais aussi certains critères, comme les critères dits d'Ottawa, qu'on connaît bien pour la cheville, mais qui existent aussi pour le genou, qui sont plutôt des notions américaines ou canadiennes, avec un versant médico-économique. Alors, ça a en fait un rationnel sur le plan de la fréquence de chaque point, notamment l'âge, qui est le premier point édicté dans les critères d'Ottawa, 55 ans. C'est un cut-off qui est assez habituel parce que c'est un âge charnière à partir duquel on peut commencer à avoir une ostéopénie ou une ostéoporose, notamment chez les femmes après les périodes de ménopause. Et chez des patients qui sont peu sportifs, la densité osseuse peut être un peu faible. Et sur des traumatismes, même avec des énergies assez faibles, on peut se retrouver avec des fractures enfoncements des plateaux tibiaux et il ne faut pas passer à côté. Donc, c'est un point important. À partir de 55 ans, la radio devient indispensable. La douleur faible. Alors, vous allez me dire que c'est assez vague et vous aurez raison. Cela étant, c'est trop variable d'un patient à l'autre, c'est trop subjectif. Et donc, si la douleur n'est pas faible, d'emblée, on passe dans une catégorie potentiellement grave. Si le patient l'évoque comme une douleur faible par rapport à ce que lui ressent, c'est un critère suffisant. Si on devait chiffrer en EVA ou en ENS, on serait aux alentours de 3 sur 10, mais ça n'a que peu de valeur, et dans les études, c'est finalement assez peu reproductible. Donc le mieux, c'est de voir son patient, de l'examiner, et de lui poser la question de savoir s'il a déjà pris des antalgiques, évidemment, pour ne pas fausser cette évaluation de la douleur. Alors, le bide du genou, c'est encore un moyen technique qu'on pourrait donner à nos internes pour pas qu'ils oublient, qui veut dire blocage, instabilité, dérobement et épanchement. Dérobement, ça peut aussi être le D de douleur, mais je préfère séparer instabilité de dérobement et vous allez voir pourquoi. Le blocage. Le blocage, c'est vraiment une sensation de cran dans le genou, et ça, c'est au cours des amplitudes de flexion-extension, on va sentir comme un cran d'arrêt, avec le genou qui se bloque, et le patient qui va décrire une nécessité de faire un petit mouvement, de secouer le genou, de tirer dessus, et tac, il entend vraiment un déblocage qui ensuite permet de bouger le genou. On a aussi le blocage avec une limitation mécanique de la flexion ou de l'extension, où le patient décrit comme une butée. Il dit « je ne peux pas tendre ma jambe, ça ne me fait pas forcément mal, mais je sens que ça bloque, je ne peux pas tendre ». Ces deux éléments sont très suspects d'avoir un corps étranger dans le genou, notamment un morceau de ménisque ou un fragment ostéocartilagineux. L'instabilité. L'instabilité, c'est la définition d'une défaillance ligamentaire, c'est-à-dire que l'articulation, par ses moyens d'union des pièces osseuses, les ligaments, va être mise en échec. L'instabilité, c'est quelque chose qui est reproductible, c'est à chaque pas, à chaque mouvement, le genou lâche dans le même sens, et c'est objectivable à l'examen. Par exemple, un ligament interne, un ligament collatéral médial qui est strictement rompu, le patient sait qu'en forçant un petit peu en valgus, il va ouvrir son articulation. Quand il va marcher, il sent son instabilité. Et donc, c'est vraiment quelque chose de ligamentaire. Et on l'oppose au dérobement. Le dérobement est une défaillance musculaire.
c'est plutôt une sensation de lâchage inopiné qui est liée en fait à un rétrocontrôle négatif. La douleur dans l'articulation envoie une boucle d'annihilation du mouvement et de la contraction musculaire. Et donc, la plupart du temps, un dérobement, et vous avez tous entendu parler d'un patient qui dit au ski, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai senti le genou qui lâchait, et puis finalement, le soir même ou le lendemain, mon genou, il lâchait plus pareil. Ça, c'est parce que, initialement, la douleur instantanée et violente a inhibé le quadriceps, il n'y a plus de contraction, donc on se retrouve avec un pantin qui n'a plus de contraction musculaire, et donc l'articulation lâche. Mais ce n'est pas forcément une lésion ligamentaire, ça peut simplement être une sidération musculaire liée à la douleur. Donc cet élément est et doit être résolutif, et ce sera un des points essentiels de la prise en charge par la suite. L'épanchement, on va avoir deux types d'épanchement, soit l'épanchement instantané, avec une orientation très franche vers un saignement, une rupture du LCA parce qu'il y a une artériole qui passe dans le ligament croisé antérieur, ou une fracture parce que le sang est très présent dans les épiphyses des os longs. Une fracture va entraîner un gros saignement dans l'articulation, le genou va gonfler instantanément et le patient va nous dire « ça gonfle tout de suite ». Retardé, ce sera plutôt le soir même ou le lendemain matin, où le patient au réveil, quand il nous appelle, nous dit « j'ai le genou qui a gonflé dans la nuit ». Ça, c'est plutôt évocateur d'une lésion méniscale ou d'une entorse à un stade inférieur. Par la douleur articulaire, on a une ligne d'arthrose qui va se créer, qui limite les amplitudes du genou parce qu'il va être très tendu et le patient va avoir mal, donc c'est un phénomène protecteur naturel du genou. Ne pas oublier tout de même que l'artériole qu'il y a dans le ligament croisé antérieur peut se spasmer au moment de l'entorse grave, et donc éviter le saignement. Et quand le patient va mettre un peu de froid à la maison, va se calmer, va se détendre, l'artériole peut à nouveau s'ouvrir et faire un saignement secondaire. Donc, dans ce que je vous dis, on essaie de faire au plus simple, cela étant, comme je vous l'ai dit, c'est faux. L'extension, il faut qu'elle soit complète d'emblée, que ce soit en passif ou en actif. En passif, si l'extension n'est pas complète quand vous essayez de tendre, ça oriente plutôt vers un corps étranger qui vient bloquer ou des ischio-jambiers trop tendus. Si par contre le patient n'arrive pas à tendre la jambe en actif, c'est très probablement parce qu'il y a une sidération du quadriceps, notamment du vaste interne. La flexion, il faut qu'elle soit supérieure à 90 degrés. Si vous n'avez pas de goniomètre, ou si vous n'avez pas l'habitude de voir 90 degrés, ce qui est quand même rare parmi les gens qui écoutent le webinaire ce jour, c'est la position classique assise sur une chaise. On a naturellement le membre qui tombe à 90 degrés. Si le patient est obligé d'avancer les fesses sur la chaise ou de mettre un petit coussin ou un pouf sous son genou parce qu'il n'arrive pas à le plier, c'est assez défavorable. Quand on a une fracture ou une lésion méniscale, la flexion du genou et le mouvement de roulement-glissement du genou fait qu'on va se mettre en contrainte sur les parties postérieures du genou. Et donc, si on a des fractures sur l'arrière du plateau tibial ou sur le ménisque, la flexion à 90 degrés, voire plus, devient détestable. Donc, si le patient peut aller jusqu'à 90, c'est déjà une bonne chose. Et la marche avec 4 pas enchaînés, ça, c'est les critères d'Ottawa du genou qui sont très peu connus, parce qu'ils ont très peu d'intérêt. Et donc, j'ai retenu que celui-ci, parce qu'il est vrai que les patients qui ont des fractures ne peuvent pas enchaîner 4 pas. En fait, l'appui monopodal est détestable. Et donc, même des fractures enfoncement qui peuvent être infraradiologiques, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à la radio, on les verrait que au scanner ou à l'IRM, les patients seraient incapables de marcher. Donc, si tous ces signes sont positifs, on est plutôt en faveur d'une entorse bénigne ou d'une contusion simple. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est difficile de se passer d'une radio dans la semaine, mais on n'est pas obligé d'envoyer le patient tout de suite aux urgences. S'il a besoin de s'organiser, s'il a besoin de trouver un service ouvert avec des bonnes conditions d'accès hors Covid, on peut temporiser quelques jours. Et quoi qu'il en soit, il faut réévaluer la situation, au minimum par une téléconsultation. Et quand même, ce qui est franchement préconisé, c'est d'avoir un examen clinique, parce que rien ne remplacera l'examen du genou avec la palpation, dont on ne peut pas du tout parler en téléconsultation, et pour ensuite enchaîner sur des examens complémentaires si nécessaire. Si un seul point est absent, d'emblée,
on est sur une perte de chance pour le patient si on ne fait rien, et donc il faut avoir une radiographie et un examen clinique nécessaire. Quelle est la prise en charge avant même de parler des examens complémentaires? Latel, béquille, kiné, c'est les 3 questions qu'on se pose habituellement, sans parler du traitement antalgique médicamenteux. Latel, la Zimmer longue. Si on doit en mettre une, il faut une attelle en extension. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête les attelles en flexion à 20 degrés. C'est une position qui est confortable pour le patient, c'est une position antalgique, mais ça pérennise la tétanisation des ischio-jambiers, ça aggrave le pronostic à long terme, donc il faut arrêter les attelles en flexion et mettre que des attelles en extension. Même si c'est pénible pour le patient au début, il faut retrouver très rapidement l'extension complète. L'attelle de Zimmer, elle est contre-indiquée en cas de luxation de rotule. Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de balayer toutes les pathologies qui peuvent être liées à un traumatisme récent. Ce sera l'objet d'un prochain webinaire. Mais si on a des arguments pour une luxation de rotule et qu'on a éliminé le reste, il faut à tout prix éviter la Zimmer, car elle va endormir le quadriceps. Et le quadriceps, notamment le vaste interne, est le principal muscle qui empêche un nouvel épisode d'instabilité. Donc, en immobilisant le quadriceps, en faisant fondre le quadriceps, on aggrave le pronostic d'une instabilité rotulienne. D'où la présence éventuelle d'une genouillère. Si vous devez en prescrire une parce que vous pensez que c'est une luxation de rotule, il faut penser à la genouillère de fenêtrée de recentrage rotulien. Il n'y a que celle-ci qui a un intérêt. Les autres ont simplement un intérêt mécanique de compression pour éviter le saignement ou le gonflement de l'articulation et un aspect psychologique de maintien du genou dans la tête, où on a une présence sur le genou, on se sent un peu rassuré, mais quand vous voyez les forces qui s'appliquent sur un genou, les 3 petits élastiques autour qu'il y a dans une genouillère, ça ne peut pas tenir un genou qui est instable. Les straps, les tapes et ainsi de suite, c'est bien pour les entorses de bas grade. Pour les entorses de haut grade en urgence, à mon avis, ça n'a pas de place. Les béquilles, définitivement oui. Les béquilles, c'est important. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on les promène. Le principe est de marcher avec des béquilles pour soulager le genou. On peut éventuellement avoir un appui soulagé. Et le but du jeu, c'est de soulager le membre qui est douloureux et d'avoir une marche la plus naturelle possible. Et les béquilles, on ne les quitte pas parce qu'on veut les quitter absolument. On les quitte quand elles ne servent plus à rien, quand on a vraiment l'impression de les promener. Il vaut mieux garder des béquilles un peu plus longtemps pour retrouver un schéma de marche normal, plutôt que d'intégrer une boiterie dans son schéma de marche habituel et ensuite d'avoir du mal à corriger le schéma de marche. Donc, il faut lutter contre le flessum, avoir une marche naturelle en extension, et quand tout ça est bien acquis, on peut quitter les béquilles. Le réglage de hauteur, je me permets de le noter parce que c'est quand même très souvent assez mal fait. Si le patient cherche le sol, si on voit à chaque pas qu'il va vers le sol, c'est que les béquilles sont trop courtes. Si à l'inverse, à chaque pas, ça lui monte les épaules, c'est que les béquilles sont trop longues. Et donc, pour ce qui est de l'observance du patient, avoir des béquilles bien réglées, c'est important. Le béquillage, c'est difficile. Il n'y a que les enfants de 10-15 ans qui savent très bien s'en servir. Avant, ils ont du mal. Et après, si on n'a jamais béquillé, c'est difficile. Donc, le béquillage, ça ne s'improvise pas. Et au minimum, avoir une hauteur bien réglée. Et donc, mieux vaut des bonnes béquilles bien utilisées qu'une attelle pour se rassurer. Et mieux vaut une décharge qu'une attelle. Pourquoi? Parce que si on a fait une contusion sur le plateau tibial ou si on a une fracture enfoncement, il vaut mieux soulager l'appui sur le genou, avoir un genou qui va quand même se mobiliser, avoir des flexions-extensions, ça va permettre de résorber l'hématome, ça va faire tourner l'articulation, ça va nourrir le cartilage, ça va évacuer ce qui est mauvais dans le genou et ça va forcer sur les muscles, ça va réveiller les muscles et ça va entretenir les stimuli sur les capteurs proprioceptifs du pied et du genou. Donc, il vaut mieux une décharge qu'une attelle. La kiné, définitivement oui. Les patients, après une douleur du genou, ils vont avoir les ischio-jambiers qui vont être tétanisés, qui vont être responsables du flessum. J'en ai fait une vidéo, je vous invite à consulter pour ceux qui n'en sont pas convaincus, qui est disponible sur mon site internet notamment. Et le but premier du kinésithérapeute, ce sera de sidérer les ischio-jambiers, qui sont des muscles qui ont tendance à la tétanie et qui vont créer une composante de douleur musculaire qui se surajoute aux douleurs articulaires. Donc,
travailler pour fatiguer les ischio-jambiers, pour les faire se relâcher, pour que le patient puisse tendre le genou. Ça va limiter les douleurs puisqu'on va calmer les douleurs musculaires et ensuite on pourra se concentrer sur les douleurs articulaires. Tant qu'on n'a pas sidéré ces ischio-jambiers, qui ne sont pas relâchés, on ne peut pas obtenir l'extension. Donc, on les fatigue et ensuite on travaille l'extension. Et une fois qu'on a endormi ces ischio-jambiers, on peut enfin réveiller le quadriceps et surtout le vaste interne, car il existe une boucle de rétrocontrôle négatif. Quand les ischio-jambiers sont douloureux et tétanisés, ils inhibent la contraction du vaste interne. Et donc, on perd l'extension active complète et on a le quadriceps qui fond à vitesse grand V. Donc, dans l'ordre, fatiguer les ischios, travailler l'extension, réveiller le vaste interne. Maintenant, on va passer à la place de l'imagerie. Et on va faire assez simple. La radio, c'est facile d'accès, c'est multi-interprétable, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin du compte-rendu en tant que médecin, en tant que chirurgien, en tant que kiné, pour pouvoir lire une radiographie. C'est quasiment indispensable. Vous avez vu, tous les chemins mènent à la radio. Et la radiographie, c'est un examen qui se fait en charge, en dehors des fractures évidemment, et donc il ne peut pas être remplacé par autre chose. Voilà. Si vous avez par exemple cette radio, vous avez un faux profil de rotule, un signe du croisement, une rotule haute. C'est juste pour ne pas oublier la luxation de rotule parce qu'on pense facilement aux ruptures du croisé et aux ligaments collatéraux parce qu'on les voit fréquemment. Mais si vous avez ça, par exemple, c'est suspect d'une luxation de rotule. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'échographie, c'est facile d'accès, c'est opérateur dépendant, donc on ne peut faire confiance que au compte-rendu donné par l'échographiste. On ne peut pas lire les images, ça a très peu d'intérêt. On voit les lésions périphériques superficielles du genou, donc on ne peut pas bien voir les ménisques. Il faut des échographistes très très entraînés pour voir des lésions méniscales, donc c'est assez rare. Et on ne peut pas voir de lésions du pivot central. Ça a un gros intérêt en dynamique, donc finalement peu d'intérêt en urgence, si ce n'est un peu retardé pour la gradation des entorses périphériques des ligaments collatéraux, stade 1, 2, 3, et pour connaître la durée de prise en charge. Mais finalement, c'est pas très intéressant en urgence pure, d'autant plus qu'il faut poser la sonde sur le genou pour pouvoir examiner, donc ça va créer des douleurs chez le patient qui vont parfois être détestables. Et en période de confinement et de Covid, les échographies ne sont pas réalisées puisqu'il y a un risque de transmission qui n'est pas justifié. L'IRM, donc l'examen ROI, cela étant, ça ne remplace pas des radios. Pourquoi? Parce que l'IRM se fait en décubitus et donc il n'y a pas de charge sur l'articulation, ça évalue mal la fonction cartilagineuse, l'épaisseur d'une articulation, ça voit les structures, mais ça ne donne pas d'indication sur leur qualité. L'IRM, mon plus grand regret en tant que chirurgien, c'est souvent d'avoir des comptes rendus qui sont frileux et qui parfois induisent en erreur les autres praticiens qui vont les lire, parce que on a parfois des comptes rendus qui disent « doute sur une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur, au moins partielle, mais on n'est pas vraiment sûr, alors quand même, il faudrait faire attention. » Donc, il faut faire confiance à ceux qui savent lire les IRM et qui sont spécialisés dans le genou. Donc, on a des radiologues très branchés ostéo-articulaires, souvent ceux qui sont adossés à des cliniques très orientées orthopédie, et sinon, les médecins du sport, les médecins traumatologues et les chirurgiens orthopédistes. N'oublions pas que la résolution spatiale habituelle d'une IRM, c'est 3 mm entre chaque coupe. Donc, pour des lésions plus petites, on peut passer à côté. Et il y a des lésions qui sont sous-diagnostiquées, qui sont très difficiles d'interprétation et qui sont souvent méconnues, notamment les lésions des racines méniscales ou les fentes radiaires des ménisques, qui sont des catastrophes sur le plan fonctionnel et qui sont ratées dans environ 70% des cas. Et c'est également l'objet d'un autre sujet. Par exemple, sur cette petite vidéo, à l'IRM, il y avait doute sur une lésion du ménisque interne sans languette individualisable. Et vous voyez que je passe mon palpeur, hop, et que je ramène une jolie petite languette méniscale qui était bien coincée dans le récessus ménisco-tibial. Le patient était bloqué, et donc pour lui, sa vie était un enfer. Et juste en réséquant cette languette à minima, on laisse tout le reste du ménisque. Là, on voit la zone 1 qui est intacte. On a enlevé la zone 2 et on a laissé le pied. On n'a plus de fragments instables. Et donc, ce patient a retrouvé une vie normale au bout de 3 semaines. Le scanner, c'est un complément de la radio. Il recherche surtout les fractures et il a peu d'intérêt si l'IRM est disponible. Sauf en cas de fracture, bien sûr.
Les mesures spécifiques, notamment dans les cas de dysplasie fémoro-patellaire, quand on recherche à objectiver et en bilan préthérapeutique d'instabilité rotulienne pour voir la forme de la trochlée, la forme de la rotule, la TAGT et ainsi de suite, c'est des examens qui sont spécifiques, il faut bien les demander, le radiologue ne le fera pas spontanément, et il y a des reconstructions en plusieurs coupes à faire, ça se fait plutôt à froid, donc ça n'a pas de place en urgence. L'arthroscanner, c'est invasif, ça a un intérêt chez les patients de plus de 50 ans, parce qu'on veut chercher s'il n'y a pas des lésions chondrales ou osseuses préexistantes, des lésions préarthrosiques notamment, avec des lésions chondrales focales, des morceaux de cartilage qui ont été arrachés, ou des lésions méniscales qui sont plus petites que 3 mm, qui ne se voient pas forcément à l'IRM. Et donc, chez les patients de plus de 50 ans, faire un arthroscanner avant même l'IRM, c'est souvent une très bonne idée. Sinon, on le réserve dans les cas où l'IRM est non contributive chez les plus jeunes. À noter que la résolution spatiale, elle est inframillimétrique, donc c'est extrêmement précis. C'est par contre assez difficile de lecture quand on n'est pas habitué. Et ce qu'on ne voit pas à l'arthroscanner, c'est les contusions osseuses, qui sont des signes indirects de lésions qu'on voit bien à l'IRM, quand ça flash, ce qu'on appelle le bone bruise, ou les œdèmes ou les hématomes intraosseux. Ça, on ne voit pas au scanner. Les autres examens, je passe très vite dessus, les LAXI-IRM, EOS pour mesurer les goniométries entières, les scintigraphies, tout ça, ça n'a aucun intérêt en première intention. L'arthrographie isolée aussi n'a aucun intérêt si elle n'est pas coupée à un scanner. Et donc, en conclusion, il faut faire des radios en charge quasiment tout le temps. L'IRM doit être lu par quelqu'un qui sait la lire. Et l'arthro-TDM, si au-delà de 50-55 ans, ça se discute vraiment. Le scanner n'a une place que si on a une fracture à la radio et qu'on veut l'objectiver. La place de la chirurgie. Les urgences chirurgicales, c'est pour les luxations du genou ou pour les lésions vasculo-nerveuses. Les laxités du plan externe, ça c'est souvent méconnu, mais les laxités du plan externe, donc les laxités en varus, c'est plutôt assez rare, mais c'est une urgence chirurgicale, il faut réinsérer le plan externe, il ne cicatrise pas bien tout seul, et en plus, il est très dangereux de laisser un patient avec une laxité en varus, parce que s'il ne l'a pas abîmé d'emblée, il peut secondairement abîmer son nerf sciatique poplité externe, donc c'est potentiellement gravissime, et c'est une des urgences chirurgicales que nous continuons à opérer malgré le confinement. Mais il faut des traumatismes à haute énergie et c'est plutôt assez rare. Les fractures du massif des épines qui vont soulever un pavé d'insertion du ligament croisé antérieur qui va avoir comme effet non seulement d'avoir un croisé inefficace, mais ça, c'est pas une urgence, mais par contre, ça va soulever un morceau qui fait buter en avant et ce gros morceau d'os, il faut le réinsérer et au passage, si on arrive à garder la fonction du croisé antérieur, c'est très, très intéressant. Ensuite, la recherche de corps étrangers. S'il y a des corps étrangers mobiles, des fragments cartilagineux ou ostéocartilagineux, ça, effectivement, il faut aller les enlever puisque ces fragments peuvent passer et faire des rails dans le cartilage ou peuvent bloquer l'articulation, donc c'est une indication à opérer en urgence. Donc, les points à emmener à la maison, take-home message, c'est difficile de se passer d'une radio, c'est assez facile de se donner 8 jours pour réexaminer, et le compte-rendu de l'IRM n'est pas la réponse. Voilà un peu ce que j'aimerais que vous reteniez sur ce qui est des examens complémentaires. Pour ce qui est des prochains webinaires, donc je vous proposerai notamment l'exemple d'un cas clinique avec un patient qui s'est fait une entorse grave au ski, qui s'est rompu le croisé et des lésions des deux ménisques avec des lésions très différentes. Ça, ce sera en plusieurs webinaires parce que ça prend du temps et on veut respecter la montre. Pour ce qui est de la gestion du LCA, et on pourrait discuter de toutes les façons d'opérer le croisé avec KJ-DIDT que vous connaissez bien. Personnellement, j'affectionne particulièrement la technique au tendon du quadriceps pour de multiples raisons que je pourrais vous évoquer plus tard. Et on pourrait aussi orienter une session sur plus de rééducation, la prise en charge, soit préopératoire, soit post-opératoire, avec ce que nous, on ressent côté chirurgien de la rééducation, éventuellement des kinésithérapeutes qui sont moins branchés ostéo-articulaires, qui font un peu de tout, et de reprendre un peu des bases. Malheureusement, il y a des exercices comme l'écrase-coussin qui est largement enseigné en école de kinésithérapie, et il va peut-être falloir s'en passer à l'avenir. Je vous propose également de faire des fiches ressources sur les points qui vous intéressent, et le but du jeu à chaque fois, c'est de faire des événements courts, mais tant que possible assez fréquents, aux horaires qui vous intéresseront le plus. J'espère que cette présentation a été assez claire pour vous.
Et maintenant, on a donc fait 33 minutes, 30 minutes, ce qui était le but. Et maintenant, on a du temps pour répondre aux questions. Alors, donc du coup, il y a quelques questions. La première, peut-on faire travailler spécifiquement le vaste interne uniquement? Alors, c'est difficile de le faire travailler que spécifiquement, mais par contre, on peut le faire travailler majoritairement, et le vaste interne, il va se contracter dans les derniers degrés d'extension. Vous pouvez vous-même palper votre vaste interne, et vous allez voir que dans les 5-10 derniers degrés d'extension, avec la jambe libre, que ce soit en chaîne ouverte ou en chaîne fermée, mais plutôt en chaîne ouverte, si vous tentez de tendre à fond, vous allez sentir que sur les 5-10 derniers degrés, c'est là où le vaste interne se contracte le plus. Et donc, la logique est exactement là, d'avoir ce vaste interne qui est le pire des 4 chefs du quadriceps à réveiller et qui est celui qui est principalement endormi quand les patients ont un flessum post-opératoire. Le faire travailler uniquement, donc comme je viens de vous dire, c'est majoritairement, pas uniquement. Et il y a certains exercices, notamment de travail en miroir. Une fois qu'on a travaillé les ischio-jambiers, c'est vraiment le corollaire d'avoir fatigué les ischio-jambiers. Quand on passe au vaste interne, il ne faut pas hésiter à travailler avec la jambe saine. On met le patient assis sur le bord d'une table, il va travailler et il va sentir son vaste interne se contracter en mettant un doigt dessus sur les quelques derniers degrés d'extension, et il va sentir que ça se contracte. Il fait 3-4 extensions, et ensuite il passe sur l'autre jambe. Il met le doigt dessus, il tend, et il sent qu'il n'y a pas de contraction. Et en passant jambes saines, jambes traumatisées, jambes saines, jambes traumatisées, au fur et à mesure, c'est des exercices de travail en miroir qu'utilisent beaucoup les médecins de rééducation, et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup en neurologie. On arrive à recréer des boucles neuronales de réactivation. Donc, la palpation, l'autopalpation et la concentration. Très bien. Question suivante. Faire travailler les IJ ne risque-t-il pas de fatiguer ces muscles à court terme, mais d'augmenter leur tonus par la suite? Alors, je ne l'ai jamais observé. C'est des muscles en fait qui sont extrêmement puissants et qui sont souvent sous-estimés. Quand on parle d'ischio-jambier, et c'est un des points négatifs de l'avènement de toutes les techniques aux ischio-jambiers pour faire les ligamentoplasties du genou, on pense que droit interne et demi-tendineux, souvent. Et en fait, ces deux-là, finalement, c'est pas les plus importants. Derrière, on a d'autres ischio-jambiers, on a le semi-membraneux du biceps, qui sont très puissants et qui font toute la loge postérieure de la cuisse. Donc, c'est ceux-là en fait qu'on essaie de fatiguer, qui restent tendus comme des arcs. Donc, oui, on peut éventuellement augmenter leur tonus, mais si on les a fatigués, qu'on les a détendus, et surtout s'ils n'ont plus mal, c'est-à-dire qu'on va calmer la douleur musculaire, ensuite on va, avec le temps et des antalgiques et du travail de physiothérapie, calmer les douleurs articulaires, ils n'auront plus de raison de se tétaniser à nouveau. Donc, c'est pas quelque chose auquel j'ai été confronté d'avoir un effet paradoxal à force d'essayer de fatiguer les ischios. Ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que les ischio-jambiers qui sont tétanisés, et peut-être que ça pourra vous permettre d'imager les choses avec eux, c'est un peu comme l'enfant avec qui on a raté l'heure du coucher. Il est fatigué, mais en fait, il est complètement tendu, énervé. Et le seul moyen de le détendre, c'est de finir de le fatiguer, de le calmer, d'y aller doucement pour qu'on l'amène à se détendre tranquillement. Ça implique, petit 1, de contre-indiquer complètement d'essayer de pousser sur le genou pour faire tendre, parce qu'en réaction, le muscle est beaucoup plus puissant. Pour mémoire sur la physiologie musculaire, un muscle produit une fois sa puissance avec la contraction volontaire, et il peut produire jusqu'à 7 fois sa puissance en contraction réactionnelle. Donc si vous appuyez sur le genou, clairement, on ne va pas gagner en extension. Il vaut mieux fatiguer les ischios et les laisser venir. On bannit tout ce qui est petit coussin sous le genou pour être plus à l'aise. On met éventuellement un petit coussin sous le talon pour amener la jambe à se tendre tranquillement. Si les patients dorment en chien de fusil, par exemple, on peut éventuellement, s'ils ont bien travaillé le soir et qu'ils ont obtenu l'extension, et pour éviter que le matin ils se retrouvent en flessum, on peut éventuellement leur mettre l'attelle la nuit
pour conserver l'extension complète, pour éviter qu'il se remette en flessum de bon matin, si tous les matins c'est la galère pour retendre. Et voilà, j'insiste beaucoup sur le travail des ischios parce que sur genou traumatique, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Très bien. Pour la cheville, les références pour la radio sont les critères d'Ottawa. Selon vous, on fait obligatoirement une radio pour le genou? C'est très très difficile de s'en passer en tout cas. Il existe des critères d'Ottawa du genou qui sont peu connus parce qu'ils ont peu d'intérêt. Il faut simplement se rappeler d'où viennent les critères d'Ottawa. C'est des critères médico-économiques avec le but du jeu de faire diminuer la pression financière à faire des radios à tout le monde, notamment en Amérique du Nord. Le rationnel, il est assez mauvais. Dès qu'un patient a vu un spécialiste, il aura quasiment tout le temps une radio. Et sur le genou, voilà, je vous dis, il y a le premier carré sur lequel on peut temporiser la radio et on peut éventuellement s'en passer, mais c'est tellement facile, peu irradiant, peu cher, peu dangereux, et ça décèle tellement de problèmes que c'est vraiment très difficile de se passer une radio. On peut éventuellement s'en passer au début, on peut la temporiser, mais s'en passer complètement. En tout cas, si derrière on découvre une fracture en foncement qui est passée inaperçue, tout le monde se le fera reprocher. Donc, je pense que c'est difficile de s'en passer. On a une participante qui vous demande de réexpliquer l'intérêt de la radio en charge plutôt qu'en décharge. Alors, la radio en charge, parce que notamment sur la radio de face chez des patients, on peut voir s'il y avait de manière précessive des lésions d'arthrose, éventuellement. Des patients de 50 ans et quelques, on peut avoir une usure cartilagineuse, et en décharge, on ne le verra pas. Donc, il faut mettre l'articulation en charge pour voir s'il n'y a pas de lésions avant. Ça orientera plus ou moins avec l'interrogatoire sur des lésions méniscales dégénératives, sur des lésions ostéocartilagineuses, sur une décompensation d'arthrose post-traumatique. Donc, l'arthrose, déjà, on ne peut pas faire le diagnostic de stade d'arthrose sur une radio en décharge. Donc, il faut faire en charge pour voir ça. Sur la radio de profil, de faire en charge, ça contracte le quadriceps et donc ça permet de bien vérifier quelle est la vraie hauteur rotulienne. Parce qu'en décharge, ça peut être un peu faussé. Et puis si le patient ne peut pas, parce qu'il a une rupture du tendon rotulien, du tendon quadricepital ou une fracture autre, évidemment, on s'en passe. D'accord. Pouvez-vous clarifier les critères d'Ottawa pour le genou? Alors, non, parce que je les ai lus, ils sont désuets, ils n'ont aucun intérêt. Vraiment, c'est du médico-économique. Ça a, à mon avis, peu de rationnel sur le plan médical pur. Et je ne veux pas vous embrouiller l'esprit avec des choses qui me semblent inadaptées. Si ça n'a pas été du tout repris en France et que vous en avez peut-être jamais entendu parler, c'est vraiment qu'il y a une bonne raison. Donc, c'est pas, vous pourrez trouver des références, mais vraiment, passez votre chemin, il y a d'autres choses plus intéressantes. Avez-vous un protocole de rééducation suite à intervention avec transposition TTA sur rotule luxée à plusieurs reprises? Sidération Q. Oui, on a des protocoles. On pourra en discuter pour faire l'objet d'une prise en charge des instabilités rotuliennes objectives. C'est effectivement pas le sujet d'aujourd'hui, mais oui, il existe des protocoles. On en a fait certains. Le principe, c'est déjà de toujours partir sur une bonne base. Ce qui a révolutionné aujourd'hui la prise en charge de nos chirurgies et qui nous a permis d'aller vers l'ambulatoire, ça va mettre un coup à l'ego des chirurgiens, mais ce n'est pas parce qu'on est devenu bien meilleur que les chirurgiens d'il y a 20 ou 30 ans. C'est petit 1 la place de la gestion de la douleur, la gestion de la douleur par nos amis anesthésistes au bloc opératoire, mais surtout la gestion de la douleur en préopératoire et la préparation des patients en préopératoire. Donc pour ce qui est de cette TTA, la question que vous posiez, la rééducation préopératoire, elle est fondamentale pour que le patient il ait un potentiel musculaire, un potentiel proprioceptif qui soit le meilleur possible avant chirurgie pour que la perte liée à l'immobilisation post-opératoire
soit la plus insensible possible et qu'on repart sur des bonnes bases. Parce que si on surajoute la perte liée à l'entorse plus la perte liée à la chirurgie, on se retrouve au fond de la courbe en termes de puissance musculaire. Et donc là, pour remonter la pente pour le patient, ça prend des mois et des mois. Et c'est ce qui faisait que la rééducation après un croisé, elle était particulièrement difficile il y a 20 ou 30 ans, et qu'aujourd'hui, on a des suites qui sont beaucoup plus simples, simplement parce qu'on rééduque beaucoup les patients avant, et donc en post-op, tout est beaucoup plus simple. Pourquoi l'écrase coussin ne va pas en kiné? Alors, l'écrase coussin, merci pour cette question parce que c'est vraiment important. L'écrase coussin, ça fait une co-contraction quad-ischio. Donc, on fait contracter en même temps le quadriceps et l'ischio-jambier. On fait contracter un muscle qui est tétanisé et un muscle qui a du mal à se réveiller. Et donc, vous le verrez dans la vidéo, c'est un peu redondant parce que j'utilise souvent les mêmes images, mais ça parle aux gens. Si on fait travailler un antagoniste et un antagoniste, c'est un peu comme faire parler le mec de droite et le mec de gauche sur un plateau télé. Au bout d'un moment, tout le monde parle en même temps et on ne comprend plus rien, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ce qui fonctionne pour relâcher le ischio-jambier et réveiller un quadriceps, c'est de prendre les problèmes un par un. C'est d'abord de travailler l'ischio-jambier de manière isolée, donc soit à plat ventre, avec du contracté-relâché, qui est un excellent moyen pour relâcher des ischio-jambiers, soit avec quelques exercices que vous trouverez avec notamment le talon contre le mur ou le travail plutôt en grenouille sur le dos. Et je ne peux pas vous le montrer là, mais regardez les vidéos. Et surtout, je pourrais vous faire un webinaire, je peux vous en parler pendant 1 heure de ça. Donc d'abord, on relâche les ischios. Ça relâche la boucle neuronale d'inactivation du vaste interne. Et ensuite, on va réveiller le quadriceps et surtout le vaste interne. Mais travailler les deux en même temps, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des patients au bout d'1 mois et demi post-op, qui nous disent bah oui, je fais de l'écrase coussin tous les jours et ça ne progresse pas. Alors, une fois de plus, retenez, ce qui est simple et faux, mais suffisant dans la pratique quotidienne, il y a quand même 50, 60, 70% des patients chez qui l'écrase coussin va marcher parce qu'en fait, on n'aurait rien fait, ça aurait marché quand même. Et les ischios se seraient relâchés. Mais les patients chez qui on a opéré notamment un croisé, soit si on a prélevé les ischio-jambiers, donc on a irrité les ischios, soit on a pris du KJ ou du tendon quad ou du fascia lata, n'importe quoi d'autre, et auquel cas on ne les a pas fatigués, on ne les a pas affaiblis, mais ils sont pleine puissance. Dans tous les cas, tous les chemins mènent à Rome. Il faut fatiguer les ischios d'abord et travailler le muscle quadriceps à part. Vous avez, je pense, tous été contraints à des patients chez qui vous avez bien fait l'écrase coussin, vous avez bien travaillé, et en fait, ils restent en flessum, on ne comprend pas, et au bout d'un moment, on commence à parler de cyclope. Alors, juste parenthèse, on ne parle pas de cyclope avant 2 mois, parce que le tissu de cicatrisation n'est pas encore organisé, et donc jusqu'à 1 mois et demi, la flessum doit être résolutif par des manœuvres externes. Au-delà d'1 mois et demi, 2 mois, le tissu de cicatrisation commence à s'être bien organisé, et là, on peut commencer à parler de cyclope, mais pas avant. Donc avant, c'est un problème surtout musculaire ou de défaut de chirurgie, avec un croisé mal positionné ou un corps étranger mobile dans l'articulation, bref, une erreur technique. Mais il n'y a pas de raison, si tout est bien réalisé, que le patient ne puisse pas tendre. Puisque d'ailleurs, normalement, en chirurgie, le dernier truc qu'on fait avant soit de fermer la peau, soit de faire le pansement, c'est de vérifier, une fois qu'on a mis notre greffe, qu'elle est isométrique, que le patient tend bien, plie bien, et on la teste. Donc, en tout cas, personnellement, c'est mes 3 derniers gestes. Une fois que j'ai mis ma greffe de croisée, je l'ai bien fixée, je teste qu'elle tienne, je teste que ça tend à fond, je teste que ça plie à fond, et ensuite, on est satisfait. Que pensez-vous du travail excentrique progressif précoce des ischio-jambiers sur les DIDT? Délai initial à respecter, etc. Alors, peu d'avis parce que je fais assez peu de DIDT, c'est assez spécifique et il y a beaucoup de chirurgiens qui s'intéressent beaucoup à la kinésithérapie, mais c'est pas notre métier. Je vous le laisse avec beaucoup d'humilité puisque c'est le vôtre, pas le mien. Je pense que l'excentrique, c'est très bon. Le problème, c'est que quand on commence à aller vers des trucs très techniques, on a un délire de performance derrière et les patients veulent en faire trop. Et sur les ischio-jambiers, et c'est pour ça que je vais de moins en moins vers cette technique, on a quand même, et c'est sous-estimé,
beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques aux ischio-jambiers. Donc, pour l'instant, sur l'excentrique précoce, on est au balbutiement, on n'a pas des études sur des grosses séries. Donc, sur le plan scientifique, je ne vais pas vous faire du raout à vous dire qu'avec une série de 24 personnes, on peut faire une généralité. Je ne sais pas. Je ne me suis pas assez renseigné. Je pense que c'est une bonne idée si c'est maîtrisé, mais je ne veux pas vous donner d'informations qui ne sont pas scientifiquement fondées. Est-ce que la même conduite à tenir chez l'enfant avant soudure cartilage de croissance en termes d'examen et de délai de PEC? Non, non, clairement pas. On parle vraiment de, et vous faites bien de le préciser, on le rajoutera sur la fiche, on parle vraiment de l'adulte. L'enfant, c'est trop piégeux. L'enfant, c'est un enfer. Il faut un examen, il faut une radio. Déjà parce qu'il faut une radio de base. La principale complication chez l'enfant, c'est l'épiphysiodèse. Donc, s'il a des physes ouvertes et qu'il est encore en stade de croissance, chez l'enfant, on ne parle pas du tout d'entorse. Une fois de plus, ce qui est simple est faux, mais on nous apprend dans notre cursus médical et a fortiori en orthopédie pédiatrique, l'entorse chez l'enfant n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est une fracture saltaire 1 jusqu'à preuve du contraire. Alors, évidemment, c'est faux. Il existe des entorses de grade 1 sur les chevilles ou sur les genoux des enfants, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une fracture saltaire 1. Donc, il faut vérifier que ce ne soit pas une fracture saltaire 1 déplacée. Donc, il faut une radio. Ça, on n'a pas le choix. Il faut pouvoir examiner l'enfant pour savoir s'il a mal sur les physes ou sur les ligaments. Et cette radio à T0, elle est fondamentale pour pouvoir en faire une au 3e mois ou au 6e mois pour vérifier qu'il n'y ait pas d'épiphysiodèse. Parce que s'il soude ces cartilages de croissance à la suite d'un traumatisme, si c'est pris en charge à temps, c'est pénible, mais ça va. Mais si c'est un enfant de 6 ans qui soude que son plateau tibial interne et pas le plateau tibial externe, vous le retrouvez un an après avec 10 degrés de varus, une fyse fermée, c'est une catastrophe. S'il soude sa TTA, par exemple, c'est une catastrophe. Donc, non, effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est faux chez l'enfant. Il faut une radio et un examen clinique. Point. Y a-t-il toujours un intérêt à glacer sur un trauma? Si douleur tolérée par le patient malgré l'inflammation, ne vaut-il pas mieux laisser tel quel et éviter la glace? En fait, on ne sait pas comment va évoluer le patient dans les heures qui vont suivre et la douleur peut devenir insupportable. Elle peut être croissante. On peut avoir des douleurs dites à retardement qui vont se réveiller le soir même ou le lendemain. Donc, oui, la glace, pour moi, c'est essentiel. Par coup d'un quart d'heure, 20 minutes maximum, d'accord? Parce que l'effet premier de la glace, alors évidemment, vous le savez, dans un linge, jamais à même la peau pour éviter les brûlures de grade 1 ou 2, voire pire. Mais surtout, le glaçage est, petit 1, le meilleur anti-inflammatoire qui existe, puisqu'il n'a quasiment pas de contre-indication, sauf très rares cas de problèmes vasculaires ou cutanés. Il est pas cher, il est facilement accessible et il est reproductible. Cela étant, la glace, c'est des séquences d'un quart d'heure, 20 minutes, grand max, pas une demi-heure, 1 heure, jamais, parce que la glace fait une vasoconstriction périphérique qui diminue l'afflux sanguin, qui diminue l'œdème et l'hématome, et qui diminue donc le passage de volume sanguin dans le secteur interstitiel qui fait gonfler l'articulation et qui fait mal. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les muscles de la paroi des veines et toutes les parois vasculaires se relâchent. Et là, ça fait une vasodilatation majeure réactionnelle secondaire. Et c'est là où le genou il double de volume. Les patients disent, plus je mettais de la glace, plus j'avais chaud. Je sentais mon cœur qui tapait dans le genou. Il a gonflé comme une patate. Et donc ça, c'est typique des excès de glaçage. On en a plein avec le ski. Les gens qui attendent la barquette ou les patients en post-op qui veulent faire mieux que ce qu'on leur a dit. Ça, c'est très classique. Si on dit un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas pour les embêter. Ils disent « Ah, mais vous avez dit qu'un quart d'heure, mais moi j'ai mis 1 heure parce que ça marche mieux. » Techniquement, tout ce que je sais de mieux pour mes patients, je leur donne. Je ne cache pas des infos. Le but, c'est que tout le monde aille bien. Donc, ça, de votre côté, la glace, vous l'utilisez beaucoup aussi avant ou après des séances de kiné. Donc, le quart d'heure, 20 minutes, c'est important. Et j'ai pas trop de raison de laisser la place à une inflammation. La douleur initiale, elle n'a pas d'intérêt parce que le patient, il s'est fait mal, on le sait, il va faire gaffe. Donc, cette douleur-là, elle est peu utile.
Par contre, après une opération ou quand la douleur s'est calmée, effectivement, moi, à partir de J15, J20, J30 après une chirurgie, je stoppe tous les antalgiques parce que si le patient a mal, petit 1, c'est très intéressant. Petit 2, il faut que ça le calme. Petit 3, ça peut nous permettre de voir s'il n'y a pas une complication. Par exemple, un des premiers signes de l'infection, c'est la douleur. Donc, si c'est masqué par des antalgiques, on passe à côté. Donc, la douleur initiale n'a que peu d'intérêt, mais après, oui. Le renforcement des IJ servira à diminuer le tiroir antérieur. Eh bien, oui. Oui. Et c'est un des fondements de mon choix pour une plastie au tendon du quadriceps. C'est que je ne veux pas fragiliser les ischio-jambiers, qui sont pour moi des stabilisateurs actifs du genou, qui empêchent le tiroir antérieur. Et donc, avoir des bons ischio-jambiers, c'est un critère d'ailleurs quand on fait des tests isocinétiques avant la reprise du sport. Si un patient a un déficit entre le quad et les ischios, un déficit du quadriceps peut être toléré si les ischios sont bons, mais l'inverse est strictement interdit pour faire du pivot. Si le patient a un bon quad et des mauvais ischios, c'est interdit de le remettre sur un terrain, par exemple, parce que c'est des stabilisateurs actifs, et donc c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'essaie d'éviter les ischios. Que pensez-vous du spasme du muscle poplité dans ces traumas? Pas grand-chose, parce que le muscle poplité, c'est un stabilisateur qui est assez assez peu étudié. Déjà. C'est pas un gros muscle, c'est sans doute un des facteurs d'instabilité qu'on néglige. Vous avez peut-être raison, surtout sur la stabilité rotatoire, vu son positionnement, vu la taille de son tendon quand on opère. C'est un muscle qui est puissant, hein, l'insertion du poplité. En volume, je dirais que ça fait à peu près la taille d'un demi-tendineux. Donc c'est quand même un beau tendon et qui a un trajet très complexe. Donc j'en pense pas grand-chose, mais c'est effectivement peut-être une voie d'avenir. On a un commentaire qui dit qu'ils attendent avec impatience votre compte rendu sur les ménisques et les prises en charge kiné. Okay. Donc, prochaine question. Pourquoi un intérêt pour le KJ face au DIDT? Bah là, on peut en parler pendant des siècles. C'est l'objet de congrès entiers. Pour faire très simple, on s'attaque déjà pas à la même zone, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est sur la partie antérieure, l'appareil extenseur, donc on va fragiliser temporairement ou définitivement l'appareil extenseur, et de l'autre côté, on va prendre les ischios. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour l'un ou pour l'autre. Dans les bonnes raisons, il y a ceux qui se disent qu'ils ne veulent pas fragiliser l'appareil extenseur, que les patients peuvent souvent plus se mettre à genoux quand on a fait un KJ, qu'on a des risques de fracture de rotule, de fracture du tibia, de rupture du tendon rotulien, que c'est une technique qui est plus difficile techniquement. Voilà, ça c'est encore ce dernier argument, pour moi, ça fait partie des mauvais arguments, mais voilà les arguments. Puis ceux qui sont contre les ischios diront ça fragilise les ischio-jambiers, c'est un stabilisateur secondaire du genou et un stabilisateur actif, donc ça fait un peu brère de prélever un stabilisateur actif pour le transformer en stabilisateur passif, pardon. Donc, ça alimente des congrès entiers. Retenez simplement qu'à l'heure actuelle, sur les satisfactions patients à 1 an, donc ce que dit la littérature, c'est qu'il n'y a pas de différence entre KJ, ischio, tendon quad ou quoi. À 1 an, tous les patients sont contents pareil, avec de l'ordre de 95% de satisfaction à 1 an. Sur le long terme, il y a plus de ruptures sur les techniques aux ischio-jambiers que sur les techniques à l'appareil extenseur, type KJ ou tendon du quadriceps. Et il y a plus de laxité résiduelle sur les chirurgies aux ischio-jambiers. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment, il y a de plus en plus de gens qui font des ischio-jambiers qui s'intéressent aux ligaments antérolatéral ou à d'autres stabilisateurs, parce qu'en fait, les ischio-jambiers, de par leur propriété biomécanique, ont tendance un peu à s'étirer, un peu plus que l'appareil extenseur, et donc ça peut créer un jeu résiduel qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de répercussion sur la satisfaction même des patients. Mais après, c'est un vaste débat, c'est très très controversé et je ne voudrais pas me prendre des plombs avec une vidéo qui sera consultable par le plus grand nombre. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, mon choix vers un tendon quadricipital par conviction pour plein de raisons.
Avez-vous un bon protocole pour les LCA? Celui de la HAS date de 2004 et même pour l'époque n'était pas vraiment clair. Les, les meilleurs, et vous allez voir que je suis bon joueur, ceux qui ont le plus travaillé en équipe et qui ont à la fois des MPR, des kinés de haut niveau, qui travaillent sur des sportifs de haut niveau et qui sont très très bons là-dedans, c'est tout ce qui est K-Start et les protocoles de prise en charge liés à l'équipe de Senti. Pour ça, je rends à César ce qui est à César. Ils ont énormément bossé dessus. Ils ont des super protocoles. Donc ça, c'est très très bien. Cela étant, ça reste des protocoles et moi, je ne soigne pas des protocoles, mais des patients. Et dans ma patientèle, le meilleur protocole, eh ben, c'est le chirurgien qui fait bien son travail au début et après, c'est le kiné qui va pousser le patient si c'est une feignasse, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ce qui va faire que le travail est bien fait, c'est 50% en chirurgie, 50% en rééducation et auto-rééducation. Et donc, le patient qui sera proactif, on lui donne n'importe quel protocole, il ira formidablement bien. J'ai l'exemple, l'année dernière, j'ai revu un patient à, à 2 mois de son croisé et je ne l'ai pas reconnu, ce qui m'arrive jamais. Et en fait, on n'était pas à 2 mois, on était à 1 an et 2 mois. C'était un patient qui avait de la famille en Afrique et avait dû y aller en urgence. Il n'a jamais vu de kiné de sa vie. Il devait faire 3 km par jour pour aller chercher de l'eau. Et puis, il devait aller chasser. Enfin bref, c'était une histoire incroyable. Il a fait son auto-rééducation tout seul. Et à la fin, son genou, quand je l'ai revu à 1 an et 2 mois, il était juste parfait sans jamais avoir vu de kiné. Et à l'inverse, on en a d'autres qui nous tannent pour aller à Hauteville ou à Cap-Breton et qui reviennent avec des genoux très moyens. Donc, le meilleur protocole, c'est la motivation du patient, le regard du kiné et du travail. Il faut être corrélé à l'objectif du patient. Ce qui est mauvais, c'est de donner un protocole pour Lindsey Vonn ou Tessa Worley à un patient qui fait du ski une fois par an, qui aime bien son tennis en double et qui par contre est chef d'entreprise, qui sort du Covid et qui va devoir rebosser comme un âne. Il faut être cohérent parce que si on en demande trop aux patients, on les dégoûte. Euh, pour moi, l'observance est un point essentiel pour permettre un bon résultat. Alors, il est midi, Oui. un peu passé. Est-ce que vous voulez vous arrêter là? On a encore quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez Alors, continuer à y répondre pour ou… dire que on va faire 2 questions. Comme ça, vraiment, le sujet, c'est de vous dire qu'on respecte les horaires. Ça vous donnera envie de revenir et on ne s'étale pas pendant 2 heures ou 3 heures. Comme ça, on respecte vraiment. On avait dit 1 heure, le temps de connexion du début des gens. Et parce qu'il y a beaucoup de questions, on en refait encore 2 et après on arrête. Très bien. Alors, je me suis perdue. Quel type de ligamentoplastie faites-vous actuellement? Eh bien, du tendon du quadriceps. C'est euh, c'est celui, pour l'histoire, j'ai rien inventé, hein, parce que quand on invente des trucs en chirurgie, la plupart du temps, on fait des bêtises. Donc, on regarde ce qui existe déjà avant de tester sur des patients. La technique au tendon du quadriceps, c'est une technique qui est très connue depuis longtemps, qui donne des résultats excellents. Elle était par contre sous-estimée et souvent elle a une mauvaise presse parce que les chirurgiens qui faisaient ça, soit n'en avaient rien à secouer de l'esthétique et faisaient des balafres de 15 cm pour prélever le tendon. Donc, c'est pas dans l'air du temps avec les voies d'abord mini-invasives qu'on peut avoir sur les DIDT. Ou alors il était utilisé pour les reprises, voire les reprises. Et donc, ça faisait un biais de confusion à se dire que la rééducation après un tendon quad, c'était plus difficile qu'après des ischios. Et en fait, c'est faux, c'est simplement que c'est une reprise ou une re-reprise. Donc, forcément, c'est plus difficile à rééduquer qu'une chirurgie de première intention. Et donc, pour avoir eu un ami qui est allé chez le professeur Jacques Ménétré en Suisse et qui opère notamment tous les skieurs olympiques et les équipes olympiques, les résultats sont super, ça fonctionne très très bien. Ça, pour faire simple, les avantages du KJ sans les inconvénients. Et c'est aujourd'hui la technique qui a ma préférence. Mais je fais aussi des ischio-jambiers dans d'autres cas, notamment
chez des patients qui ont déjà eu des KJ et qui ont des ruptures quelques années plus tard. Et donc là, on évite quand même de prendre au-dessus le tendon du quadriceps. Et puis, toutes tes questions aussi avec le patient. J'aime pas trop ça, mais ça m'est arrivé de le faire. Des patientes très orientées sur l'esthétique, avec des genoux très instables et assez peu sportives, et pour qui la cicatrice était primordiale et qui voulaient le plus petit possible. Je ne suis pas chirurgien esthétique, mais mon but, c'est que les patients soient satisfaits à la fin. Et l'image corporelle, si elle est mauvaise, ça aurait été entre l'image corporelle et la satisfaction fonctionnelle. Le DIDT, ce n'est pas une erreur, puisque ça fonctionne très bien. Et j'ai accepté, notamment une fois ou deux, de faire ça. Très bien. Dernière question. Il ne semble pas exister de preuves étayées pour vérifier le travail spécifique du VI. Les preuves scientifiques qui existent sous forme d'analyse EMG tendent à montrer le contraire. On travaille donc toujours l'ensemble du quadriceps avec une intervention type KJ en post-op. Que conseillez-vous comme travail musculaire? Alors, entre les études et la vraie vie, il y a parfois des gaps qu'on n'explique encore pas. Clairement, mettez le doigt sur votre vaste interne, tendez la jambe et verrouillez votre genou à la fin. Sur les quelques derniers degrés d'extension, vous allez vraiment sentir quand même que le vaste interne est nettement plus contracté que dans les autres cas. Vous me direz les 3 autres chefs aussi. Peut-être. Cela étant, le vaste interne, on sait quand on essaie de le réveiller, c'est à ce moment-là que ça marche le mieux. S'il y a 4 chefs, c'est forcément qu'ils ne travaillent pas tous au même moment sur les mêmes degrés de flexion ou de rotation du tibia. Aujourd'hui, le but de jeu, c'est surtout de le réveiller. Ensuite, pour remuscler, effectivement, on musclera tous les chefs ensemble et avec du vélo, des squats unipodaux, du travail en excentrique, des travails en chaîne ouverte. On va renforcer tout le quadriceps. Mais sur ce qui est de la sidération, très clairement, le vaste interne, c'est le plus touché, notamment quand les ischio-jambiers sont raides. Et donc, on a souvent un vaste externe qui reste fonctionnel, un vaste interne qui est endormi. Et donc, ça, c'est pénible sur les entorses graves du LCA. C'est catastrophique sur les instabilités rotuliennes. Donc, les petits conseils que j'ai pu vous donner sur le vaste interne, c'est pas forcément étayé par de la science. Vous avez peut-être raison sur ce qui est de l'EMG, je vous fais totalement confiance. Cela étant, dans la vraie vie, je pense que vous avez été confronté à ça et que le vaste interne, je trouve qu'on le réveille mieux quand on travaille proche de l'extension. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était la dernière question. Désolée pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. N'hésitez pas, sur des questions, à ajouter le docteur Cognot à votre réseau. Vous pouvez le contacter directement. Si vous pouvez aussi nous répondre au sondage pour qu'on puisse savoir quels sont nos axes d'amélioration et les thématiques que vous souhaitez pour les prochaines conférences. On a en tout cas bien entendu le message sur le sondage dernier concernant l'épaule qui sera notre prochaine conférence, donc sur la conduite à tenir devant une rupture de la coiffe des rotateurs, mardi 21 avril à 15h par le professeur Verzier. Et autrement, merci beaucoup, docteur Cognot. Merci à tous d'être venus si nombreux. Et je vous laisse le mot de la fin. Bon, eh ben, merci à tous. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions et de manière claire, que vous pouvez repartir avec des éléments concrets et utiles pour votre pratique quotidienne. Je reste évidemment à votre disposition, soit par Meredith, soit par mail. Pour les quelques vidéos dont je vous ai parlé, vous pourrez les trouver sur le site internet ou si vous lisez Dr Cognot, je pense que vous devriez pouvoir trouver. Je vous remercie pour votre participation et votre enthousiasme. Merci pour toutes ces questions et je vous souhaite une bonne journée. Merci Stéphanie, merci pour l'organisation, c'était super.